16 mois maintenant que la guerre fait rage au Soudan. Le conflit oppose l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces paramilitaires de soutien rapide, les FSR, dirigées par son ancien adjoint, le général Hemeti. Il a déjà coûté la vie, ce conflit, à des dizaines de milliers de personnes et entraîné le déplacement de plus de 10 millions d'habitants. À cela s'ajoute une famine déjà en cours dans certaines zones du pays, selon l'ONU, qui n'hésite pas à évoquer la pire crise humanitaire au monde. Le terme de génocide a également été de nouveau employé pour le Darfour. Et pourtant, rien ne semble indiquer que le conflit prenne fin prochainement. Chaque camp continue d'être livré en armes et en munitions par l'étranger. Alors, pourquoi laisse-t-on faire? Qui est à la manœuvre? À quand un réveil collectif? C'est avec vous, Roland Marchal, que l'on va en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre de recherche international à Sciences Po, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement comment ce conflit a débuté le 15 avril 2023 précisément? D'où tire-t-il son origine? Écoutez, vous avez la fin d'une longue dictature en 2019, Celle d'Omar El-Béchir. d'Omar el-Béchir, la mise en place d'un gouvernement civil quand même contraint par un conseil de souveraineté dirigé par ou contrôlé par les forces militaires qui sont duales. D'un côté, l'armée officielle et puis de l'autre, un groupe paramilitaire de plus d'une centaine de milliers de combattants. Qui a fait ses preuves évidemment au Darfour, dans d'autres conflits à l'intérieur du Soudan, mais aussi également au Yémen et peut-être pour certains des effectifs moindres en Libye. Et cette expérience donc de transition civile ne se passe pas très bien. Peut-être faudrait-il réfléchir aux causes. Et finalement, en octobre 2021, il y a un coup d'État militaire qui renvoie les civils à leurs chères études, prend le pouvoir, mais évidemment, les conditions de pérennité de ce pouvoir ne sont pas garanties, donc il faut renégocier. Et finalement, on arrive au mois d'avril avec cette idée que on va remettre en place un gouvernement civil, mais que les forces militaires, donc officielles et paramilitaires, doivent s'unifier. Et c'est à ce moment-là que les ambitions des uns et des autres se montrent, que la guerre éclate. Et depuis lors, malgré quand même une certaine activité internationale, il ne faut pas la nier, on reste face à des protagonistes qui pensent tous pouvoir gagner militairement. On va y revenir évidemment. Alors 16 mois plus tard, le Soudan ne fait plus les gros titres quotidiennement de l'actualité, mais le drame est toujours bel et bien en cours. Il y a quelques jours, l'ONU a mis en garde contre le spectre d'un nouveau conflit ethnique au Darfour. C'est la communauté massalite qui est de nouveau prise pour cible, massacrée pour son appartenance ethnique. Est-ce que c'est l'histoire qui se répète 20 ans plus tard? C'est surtout une histoire qui ne s'achève pas. C'est-à-dire qu'il faut renvoyer quand même la communauté internationale à ses responsabilités. Souvenez-vous, le conflit au Darfour au début des années 2000, tous les superlatifs sont utilisés, notamment en France. Jamais, jamais plus, on va régler ces conflits-là. Et puis, qu'est-ce qui se passe? 2008, on se rend compte que la situation est compliquée, que les solutions ne sont pas immédiates. Donc, on laisse le dossier au Qatar, qui fait ce qu'il peut, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis, nous, on retourne à notre vie en pensant que le Soudan continue avec Omar el-Béchir, avec lesquels on a de bonnes relations. Hein, les Occidentaux n'ont pas... Et puis, évidemment, ce conflit dure. Et lorsque la force revient au premier plan, eh bien, évidemment, les acteurs d'aujourd'hui, qui sont quand même très liés aux acteurs d'hier, essayent de régler le problème comme eux le pensent, puisqu'il n'y a pas eu d'autre solution. Et c'est effectivement les massacres de masse d'aujourd'hui qui renvoient aux massacres de masse d'hier. Dans ce contexte, on a une communauté internationale qui semble impuissante. Pour quelles raisons exactement? Est-ce qu'on peut d'ailleurs parler d'impuissance ou bien d'indifférence, de désintérêt, de manque de volonté? C'est quoi exactement? Je crois que le problème de la communauté internationale, d'abord, c'est qu'elle n'existe pas. C'est qu'il y a Plusieurs voix il y a des discordantes. divisions extrêmement fortes qui font que les intérêts poursuivis ne sont pas les mêmes. Ensuite, du point de vue des Occidentaux qu'on aurait pu croire ou qu'on aurait voulu croire unifiés, on se rend compte que là aussi, finalement, il n'y a pas vraiment de véritable unité. Les Français regardent le Soudan à partir du Tchad.
est-ce que ça va déstabiliser le Tchad? Et évidemment, à partir de ce moment-là, on parle aux uns et aux autres, on est en faveur d'une solution ou d'une autre, mais on ne s'occupe plus vraiment du conflit soudanais tel qu'il est. Les Américains regardent le conflit soudanais comme un conflit qui est plutôt un conflit au sein du monde arabe. Et peut-être ont voulu à un certain moment profiter de ce conflit pour renouer des relations beaucoup plus cordiales avec l'Arabie saoudite, dont le dirigeant était en délicatesse avec Joe Biden. Vous avez l'Union européenne, où pourtant un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, ont joué un rôle extrêmement important pour les médiations pour les conflits intérieurs soudanais, qui est complètement impuissante. Donc qui paye, c'est la diplomatie du chèque, mais finalement avec une voix qui ne porte pas. Et alors l'explication, elle est à la fois sur ce qu'est le Soudan aux yeux de ces Occidentaux, mais c'est aussi qu'est-ce que le Soudan est par rapport à la région. Les Américains ont été tétanisés par la crise en Éthiopie, la guerre du Tigray, qui a été une guerre terrible, avec des massacres de masse d'une ampleur inégalée dans ce pays depuis des décennies. Le Soudan est paru toujours un peu marginal. Comme je le disais, les Français, pourtant, ont pris des initiatives à certains moments qui ont été méritoires. Il y a eu une conférence sur la dette en mai 21, il y a eu une conférence sur l'aide humanitaire en avril 2024, mais rien après. Il n'y a aucun suivi. Donc, si vous voulez, on se dit désinvolture ou peut-être plus exactement hiérarchie de priorité qui fait que les Soudanais, la diaspora soudanaise est mobilisée comme jamais, mais finalement, ça ne porte pas. Et puis, il faut le dire, il y a aussi derrière ça deux autres conflits qui touchent peut-être les Occidentaux plus, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, et puis des acteurs internationaux qui sont impliqués dans ces conflits à différents niveaux, que les Occidentaux ne peuvent pas, disons, montrer du doigt comme ils ont l'habitude de le faire, parce qu'ils sont utiles, soit dans les relations avec Israël, soit dans les relations avec les Palestiniens, pour parler de l'Égypte et des Émirats arabes unis. Alors justement, oui, parlons-en de ces acteurs internationaux impliqués. Vous évoquez l'Égypte, les Émirats arabes unis. Il y a aussi la Russie, l'Iran. La Chine, l'Iran. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette galère? Si vous voulez, il y a encore une fois... Ce sont eux qui livrent les armes, c'est ça? Oui, alors c'est une vision, c'est juste, mais c'est une vision un peu limitée parce que, de fait, les relations de la Russie avec le Soudan sont anciennes, évidemment, et sans parler de la période de l'Union soviétique. Et évidemment, il y a des intérêts russes qui touchent à la mer Rouge, dont le Soudan est... Intérêts stratégiques. Et donc des intérêts stratégiques évidents. Il n'y a pas, donc pas seulement l'or, il n'y a pas seulement les ventes d'armes, il y a aussi des intérêts stratégiques. Et puis du côté d'autres puissants, il y a le fait que beaucoup de pays de la grande région, je pense notamment aux pays du Golfe, se rendent compte que finalement les Occidentaux n'ont plus de moyens, n'ont plus de volonté politique, n'ont plus de projet politique, que finalement ils vont se donner un mandat à n'importe quel pays de cette zone qui prendra en charge les problèmes. Donc c'est une autoroute ouverte pour les Émirats arabes unis, comme ça l'a été à une autre période pour le Qatar. Et évidemment, si vous voulez, cette politique-là qui montre un peu une transformation des relations internationales dans cette zone, elle implique aussi le fait que les droits des peuples de cette région ne sont pas spécialement prioritaire. C'est une guerre, on peut considérer que c'est une guerre par procuration aujourd'hui au Soudan, que l'Arabie saoudite fait la guerre aux Émirats arabes unis, que l'Ukraine fait la guerre à la Russie? Non. Je crois qu'il y a un problème profondément soudanais, il y a une crise profondément soudanaise qui est l'héritière de ce qui s'est passé dans les années 2000, d'une dictature qui a duré 30 ans. Qui a consolidé des contradictions extrêmement fortes. Et si vous voulez, le problème qu'il y a, c'est que tout ça explose à un moment où la communauté internationale est occupée ailleurs. Ailleurs, Gaza et l'Ukraine, mais aussi ailleurs, parce que l'Éthiopie va extrêmement mal et que les Occidentaux ont eu, depuis plus d'une vingtaine d'années, l'envie de considérer que c'était l'Éthiopie, la stabilité éthiopienne qui finalement permettrait la stabilisation de toute la région, ce qui n'est pas le cas.
Pour finir, est-ce qu'un camp peut finir par l'emporter sur l'autre? Alors c'est le pari qui a été fait, c'était un pari qui a été fait par ou un pari ou une évaluation qui a été faite par de nombreux observateurs internationaux, d'ailleurs moi y compris, et c'était faux. D'accord, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Et je crois que un des problèmes liés à ce conflit, c'est justement que les principaux acteurs internationaux ont pensé que ce conflit allait être de très courte durée parce qu'ils ont mésestimé l'implication de pouvoirs régionaux tels que les Émirats, tels que l'Égypte à un certain moment, et que, évidemment, cette guerre dure. L'idée d'une victoire militaire me semble aujourd'hui totalement absurde, compte tenu de cet équilibre de la terreur qui est possible parce que vous avez deux parties qui ont les moyens de soutenir une guerre de longue durée. Et donc c'est pour ça qu'il faut procéder autrement, peut-être revoir toutes les hypothèses qui ont guidé les médiations jusqu'à l'heure actuelle. C'est un peu ce qu'on attend de l'envoyé spécial américain et c'est ce qu'il tarde à faire. Peut-être parce qu'aux États-Unis, et je crois que ça fait partie de ses instructions, il est important d'aider la population soudanaise, mais il est aussi extrêmement important d'éviter que le Soudan s'inscrive dans la campagne électorale parce qu'il manifesterait un échec de l'administration Biden sur le Soudan et sur beaucoup de pays en Afrique. Dans tous les cas, il va falloir repasser par les voies diplomatiques, si on comprend bien. La violence ne mettra pas fin au conflit. Merci beaucoup Roland Marchal d'être venu nous éclairer sur le plateau de France 24. Restez avec nous tout de suite. C'est le journal de l'Afrique avec Fatimata Ouane. On parlera notamment du Sénégal et de la décision du président de dissoudre l'Assemblée nationale.